Merci beaucoup de m'avoir invité à participer à ce congrès et à parler d'un sujet que j'affectionne particulièrement, qui est le monitorage hémodynamique en 2030. Donc moi non plus, j'ai pas de boule de cristal. Et 2030, c'est pas très loin. Et quand on voit le temps qu'il faut pour développer les techniques, pour les faire approuver et pour les commercialiser, on peut quand même avoir une idée assez précise de ce qu'on aura dans 6 ans. Avant tout, je dois déclarer le fait qu'aujourd'hui, je dirige une société de conseil et de recherche qui est basée en Suisse. Je mentionne également le fait qu'on ne vend aucun produit médical. Alors, pour vous maintenir un peu éveillé, on va commencer par un quiz assez simple. Quelle est la proposition pas encore vraie? Un peu tricky, ça vous rappelle l'internat. L'intelligence artificielle permet, de publier ses papiers plus facilement. Oui, je vois un éditeur en chef ici au deuxième rang. Je crois qu'il sera d'accord avec le fait que c'est un mot un peu magique et qui regarde probablement avec plus de complaisance les papiers qui parlent de ce genre de technique. Permet d'être invité à parler à la SRLF. J'en suis l'exemple vivant. La dernière fois que j'étais là, c'était il y a 20 ans. Donc, merci encore de m'avoir invité. C'est pas tout à fait vrai. De faire des topos en utilisant des termes ésotériques, du genre Deep Neural Network, Cluster Analysis, j'en passe et des meilleurs. Oui, malheureusement, et je vais essayer justement de ne pas faire ça. Je pense que notre objectif, c'est pas de devenir des computer scientists. Ce qu'on veut, c'est essayer de comprendre quelles sont potentiellement les applications cliniques. De trouver des fonds plus facilement quand on est une start-up. Oui, je travaille en collaboration avec beaucoup de start-up et elles essayent toutes de saupoudrer d'intelligence artificielle leurs innovations, de peur de voir les investisseurs potentiels quitter la table. D'augmenter le prix de ces produits quand on a une medtech. Bah oui, hein, le meilleur exemple, c'est le FlowTrack, par exemple, qui a doublé de prix depuis qu'il y a de l'intelligence artificielle. Tu as mentionné le HPI, j'en dirai quelques mots également. Enfin, d'améliorer la qualité des soins. Bah là, je ne suis pas sûr que ce soit encore vrai et c'est ce dont je vais essayer de discuter avec vous. Alors, premièrement, pour monitorer la pression artérielle, en fait, ce qu'on va probablement voir arriver assez rapidement, c'est non pas une mesure exacte de la pression artérielle, mais en tout cas une information sur les tendances de la pression artérielle simplement avec l'oxymètre de pouls. Un oxymètre de pouls, on l'utilise en général simplement pour mesurer la saturation artérielle en oxygène, mais on a aussi une courbe d'oxymétrie de pouls. Et si vous prenez un algorithme apprenant, Machine Learning System, que vous lui donnez un nombre considérable de courbes d'oxymétrie de pouls et que vous lui donnez les valeurs de pression artérielle correspondantes, parce que pendant la phase de développement, vous monitorez aussi la pression artérielle de manière continue, eh bien l'algorithme, il va apprendre, il va reconnaître des patterns, des caractéristiques morphologiques particulières, des signatures, si vous préférez, caractéristiques d'une pression artérielle basse ou d'une baisse de pression artérielle, ou des caractéristiques associées à une pression artérielle haute ou à une augmentation de pression artérielle. Donc, vous avez peut-être vu déjà un certain nombre de papiers. Ici, c'est un exemple de mes collègues de Lausanne, l'hôpital universitaire de Lausanne, au cours de l'induction anesthésique. Ils ont utilisé l'oxymètre de pouls avec un algorithme apprenant pour détecter les variations de pression systolique à gauche ou les variations de pression moyenne à droite. Et vous voyez que ça marche pas trop mal. Et donc, le concept est le suivant. Pas pour les malades chez qui on monitore la pression artérielle en continu avec un cathé radial ou fémoral, mais tous les malades chez qui vous continuez à monitorer la pression artérielle ou à mesurer la pression artérielle avec un brassard à tension de temps en temps, eh bien, on peut facilement imaginer qu'entre deux mesures intermittentes, l'oxymètre de pouls vous signalera, attention, il y a probablement une chute de pression artérielle et même d'ailleurs, non seulement vous préviendra, mais déclenchera automatiquement une nouvelle mesure de la pression artérielle avec le brassard à tension, afin aussi de recalibrer le signal, mais aussi de vérifier qu'il y a bien effectivement une chute ou une augmentation de la pression artérielle. Donc ça, c'est assez facile à voir venir. Il y a déjà des produits approuvés pour medical use qui ne sont pas utilisés en réanimation, mais des bracelets optiques, par exemple, qui vont vous donner des informations sur la variation de votre pression artérielle. Et il y a de nombreux patients qui ont une hypertension chronique qui les utilisent déjà. La prédiction de l'hypotension, Xavier Monet vous en a parlé un petit peu. L'idée, c'est encore une fois d'utiliser des algorithmes apprenants, mais cette fois-ci pour voir dans le futur. C'est Madame Soleil. Qu'est-ce qui va se passer dans 5, 10, 15 minutes, dans 2 heures, dans 3 heures? Et donc, effectivement, le HPI, qui est le Hypotension Prediction Index, est un indice disponible aujourd'hui au lit du malade, commercialisé. Ici, vous avez l'étude Princeps, publiée il y a maintenant déjà 6 ans par le groupe de Maxime Canesson et Edwards. Et l'idée, c'est de dire, voilà, quand cet indice est élevé, quand l'algorithme détecte que cet indice est supérieur à 85, attention, la pression artérielle va très probablement chuter en dessous de 65,
dans les 5 à 15 minutes. Et effectivement, quand on regarde cette étude de validation initiale, on a des surfaces sous courbes, donc ils ont fait des ROC curves, hein, comme pour tout indice prédictif. On a des surfaces sous courbes qui sont assez impressionnantes. Mais j'attire votre attention sur une première chose, c'est que la best cut-off value, elle n'est pas du tout de 85, elle est aux alentours de 39-40. Ensuite, si vous suivez un peu cette saga, parce que c'est une vraie saga, il a été montré qu'en fait, toutes les études qui ont été faites initialement étaient entachées de biais méthodologiques dans lesquels je n'entrerai pas. J'en ai pas l'expertise, mais si ça vous intéresse, sachez qu'il y a de nombreux papiers, en particulier de ces deux Danois, Enevoldsen et Vistisen, qui suggèrent que la valeur prédictive a été très surestimée et que dans la vraie vie, on a plutôt des surfaces sous courbes aux alentours de 0,75, avec des spécificités qui sont plutôt de l'ordre de 70% que de 95%, et surtout des valeurs prédictives positives qui sont faibles. Dans cette étude italienne, 13%. Je vous rappelle ce que c'est qu'une valeur prédictive positive. Ça veut dire que quand le système va vous alerter, quand HPI va être supérieur à 85, attention, la pression artérielle va chuter. En fait, uniquement 13% de ces patients vont vraiment avoir une pression artérielle qui chute. Vous allez donc avoir 87% de faux positifs. Il y a un petit problème quand même quand on se positionne en tant que clinicien. Ensuite, on peut se poser la question, justement, est-ce qu'on peut traiter une probabilité? Parce que ça nous fait tous rêver d'avoir des systèmes qui prédisent l'avenir, que ce soit l'hypotension ou n'importe quel autre phénomène de dégradation clinique. Mais comment on traite une probabilité? On n'est pas habitué à traiter les probabilités, on traite des problèmes. Mais traiter une probabilité de dégradation hémodynamique, ce n'est pas facile. Est-ce qu'on va donner des vasopresseurs à des patients qui sont normotendus? Parce qu'il faut bien se rappeler que quand on prédit l'hypotension, par définition, on n'est pas encore hypotendu, donc on est normotendu. Donc, vous voyez, ce n'est pas si simple. Ça soulève finalement presque plus de questions que ça n'apporte de réponses. Ensuite, on s'est rendu compte, en fait, en regardant de près les courbes d'HPI et les courbes de pression artérielle moyenne, que l'une était le miroir parfait de l'autre. Ce n'est pas évident, en fait, parce que quand on regarde les moniteurs ou quand on regarde les publications, on voit ce qui est en haut. En haut, vous avez la map à gauche et vous avez HPI à droite. Et comme les échelles sont très différentes, ça ne saute pas aux yeux que l'une est le miroir quasiment parfait de l'autre. Mais vous voyez, ici, on a simplement modifié l'échelle pour qu'elle soit équivalente. Et là, on s'aperçoit, surtout si je vous le mets vertical, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas s'il y a un ophtalmo dans la salle, mais l'homme voit plus facilement la symétrie lorsqu'on la représente de manière verticale. Et là, ça saute vraiment aux yeux. Et il y a un petit exercice qui est très marrant. Vous reprenez toutes les études qui ont été publiées sur HPI, et même les plus favorables. Il y a toujours un exemple publié. Vous le mettez vertical, vous le mettez à l'échelle, et vous avez des effets miroirs absolument partout dans toutes les publications. Alors, ce n'est pas uniquement anecdotique. Ça a une vraie implication, parce que si HPI est simplement le miroir de la pression moyenne, on peut imaginer qu'HPI n'a pas une meilleure valeur prédictive, aussi sophistiquée soit-il, que la pression artérielle moyenne, que vous monitorez en continu par définition. Puisque pour obtenir HPI, il faut avoir, peut-être qu'on ne l'a pas dit, mais il faut avoir un cathé radial en continu, avec une mesure de la pression artérielle en continu. Donc, dans cet exemple qu'on avait publié avec Manu Futier l'année dernière, vous voyez qu'en fait, dès que la pression moyenne se rapproche de la valeur seuil fatidique de 65, qui est utilisée dans toutes ces études pour définir l'hypotension. Donc, dès que la map est aux alentours de 70, HPI est au-dessus de 85. Et des études ont maintenant confirmé qu'en fait, c'est exactement ce qui se passe. HPI est au-dessus de 85 dès que la map est en fait aux alentours de 71, 72. Ça a été confirmé par deux grandes études. Et donc, la question que j'ai déjà soulevée, est-ce que vraiment HPI prédit mieux l'hypotension que la map que vous avez déjà? Non. Maintenant, il y a des études qui montrent que oui, HPI prédit l'hypotension, mais si vous regardez simplement la pression artérielle moyenne et que vous commencez à intervenir de manière proactive, j'ai envie de dire, dès que la map est aux alentours de 71-72, oui, vous allez prévenir les épisodes hypotensifs définis par une map inférieure à 65. Notre étude publiée il y a juste quelques semaines dans Anesthesiology qui montre encore une fois que oui, HPI prédit, mais la map, la pression artérielle moyenne, a exactement la même valeur prédictive. C'est assez magnifique d'ailleurs quand vous regardez les courbes ROC. Regardez surtout à 10 et 15 minutes parce qu'on voit mieux. Vous avez en bleu la valeur prédictive de HPI, en rouge la valeur prédictive de la map. Elles sont parfaitement superposées. On pourrait imaginer des surfaces sous courbes équivalentes, mais avec des courbes différentes. Donc, un indice ayant une meilleure sensibilité, l'autre une meilleure spécificité. Ce n'est même pas le cas. Quelle que soit la valeur seuil utilisée, en fait, la valeur prédictive est la même. Donc, franchement, c'est un peu décevant.
Mais il ne faut pas y voir de mauvaises intentions. Je veux dire, faut se rappeler que ça a été obtenu avec un algorithme apprenant. Et bien souvent, les algorithmes, ils vont apprendre ce que nous, on sait déjà. C'est-à-dire que quand la pression artérielle moyenne elle est à 68, il y a plus de chances qu'à un moment donné, elle passe en dessous de 65 que quand elle est à 90. Et il est très probable que ce soit en fait ce que l'algorithme ait appris en analysant des millions de courbes de pression artérielle. Alors, le monitoring du débit cardiaque, beaucoup d'entre vous utilisent des techniques de contour de l'onde de pouls, calibrées ou non calibrées. Mais même quand vous les calibrez, entre deux calibrations, vous allez dépendre, vos mesures de débit cardiaque et de volume d'éjection vont dépendre de la qualité de votre signal de pression artérielle. Et il est évident que si vous avez une courbe de pression artérielle qui est sous-amortie ou suramortie, vous pouvez avoir le meilleur algorithme du monde dans votre machine, vous allez avoir des valeurs de volume d'éjection et de débit cardiaque fausses. Je vous rappelle que les courbes sous-amorties ou suramorties, quand vraiment on les cherche, on les trouve dans à peu près un tiers des cas. Alors, dans ce travail qu'on a publié l'année dernière avec l'équipe de Stefano Romagnoli, on a testé un filtre qui permet de normaliser les courbes de pression artérielle, de détecter les courbes anormales et de le normaliser. Donc, pour ce faire, on a sélectionné 70 patients qui avaient des courbes sous-amorties. Alors ici, vous avez un exemple caricatural. Elles n'étaient pas toutes aussi caricaturales. On a confirmé le sous-amortissement par la technique de référence de Gardner et on a utilisé ce filtre électronique dont je vous parle qui normalise la courbe de pression artérielle. Et on a comparé les valeurs de débit cardiaque avec ou sans le filtre. On a aussi utilisé un filtre mécanique pour avoir une référence dans l'étude. Et vous voyez, quand on n'a pas de filtre, chez certains patients, on surestime de manière considérable le débit cardiaque. Dans cette étude, de 80 à 90%, la surestimation du débit cardiaque. Donc, ça a indiscutablement des implications cliniques. Donc, ces filtres, pas tous, pas celui qu'on a testé, mais quand vous regardez la littérature, il y a de plus en plus de papiers sur des filtres qui sont développés grâce, encore une fois, à des algorithmes apprenants. Et je suspecte que la plupart des compagnies qui vendent aujourd'hui des algorithmes de pulse contour vont intégrer tôt ou tard des filtres pour s'assurer que le signal qui est analysé est un signal de bonne qualité. Alors, un autre truc qui est très à la mode, je ne sais pas si vous avez vu récemment les papiers qui nous utilisent l'intelligence artificielle pour décrire les profils hémodynamiques. Moi, quand j'étais interne, on ouvrait les textbooks écrits par Jean-Louis ou d'autres, et puis on avait nos tableaux et on apprenait à comprendre que quand les pressions de remplissage étaient basses, le débit était bas, c'était probablement de l'hypovolémie. Quand les résistances étaient basses, c'était probablement de la vasodilatation. Bref, des choses assez simples, quoi. L'interprétation des paramètres hémodynamiques. Après tout, il n'y en a pas légion. On peut faire exactement la même chose avec les techniques de pulse contour actuelles. Encore une fois, quand vous mesurez la pression artérielle, le débit, vous avez une idée des résistances. Et puis, avec quelques autres variables supplémentaires, vous pouvez finalement définir des profils hémodynamiques types. Donc, puisqu'on fait tout avec l'IA maintenant, pourquoi ne pas demander aussi à l'intelligence artificielle de nous décrire des profils ou des phénotypes, ou en fait, on appelle ça des endotypes, comme ça, c'est encore plus chic. Et on obtient effectivement, dans ce travail, 6 différents endotypes qui correspondent exactement à ce que vous connaissez, c'est-à-dire les patients qui ont des défaillances cardiaques, les patients qui ont des bradycardies, et les patients qui ont des vasodilatations, et les patients qui ont de l'hypovolémie. Alors, ce qui est très marrant, c'est quand on regarde de près. Regardez le groupe bradycardie. Alors, évidemment, la valeur médiane de fréquence cardiaque, elle est inférieure à 60. Mais vous avez des patients qui ont une fréquence cardiaque supérieure à 60, même supérieure à 70. Aucun humain, normalement cérébré, accepterait d'étiqueter bradycardie un patient qui a une fréquence cardiaque à 75. On est d'accord? Regardez le groupe vasodilatation. Pareil, la médiane des résistances vasculaires systémiques indexées est inférieure à 2000, mais vous avez des patients qui ont des systémiques vascular resistance index supérieurs à 2000. Alors, avant de venir ici, j'ai vérifié les valeurs normales, hein, ça dépend des textbooks, mais c'est la valeur minimale, c'est 1700, 1800, 1900. Donc, quand on a plus de 2000, indiscutablement, on n'a pas de vasodilatation. Donc, il ne faut pas perdre de vue non plus que ces algorithmes font aussi des erreurs. Nous, on fait des erreurs. On ne fait pas les mêmes erreurs. Nous, on fait souvent des erreurs parce qu'on est distrait, parce qu'on fait, on fait plusieurs choses en même temps. Les algorithmes, ils font des erreurs parce qu'ils n'ont pas appris correctement. Ben oui, plein d'algorithmes qui sont capables de faire la différence entre un muffin au blueberry et une tête de chien. Mais c'est jamais parfait. Regardez toutes les études. Dans 95% des cas, ils vont avoir juste. Alors que l'humain, même le petit humain, vous demandez à un gamin de 10 ans de bien regarder les images, il ne va jamais se tromper. Donc, vous ne faites pas les mêmes erreurs.
Alors, on me dit, oui, d'accord, mais on a besoin de l'intelligence artificielle pour automatiser. Ben non, on n'a pas besoin de l'intelligence artificielle pour automatiser. On automatise la production des voitures Ford depuis 100 ans. Et puis, pour le profil hémodynamique, on peut très bien imaginer, si vous voulez vraiment qu'on utilise des patterns, vous voyez, par exemple ici, des patterns numériques, avec des règles toutes simples. Par exemple, 1, c'est une augmentation importante. Non, pardon, une diminution importante. 2, ce serait une diminution modérée. 3, ce serait une valeur normale. 4, ce serait une augmentation faible. Et 5, ce serait une augmentation majeure. Ben, vous voyez, par exemple, le pattern 11, 43, 44, c'est la vasodilatation. Donc, un ordinateur, il est capable de vous dire, ah ben, attention, votre patient a une vasodilatation. Il peut même éventuellement vous suggérer de donner des vasopresseurs. On n'a pas besoin d'intelligence artificielle pour faire des choses aussi simples. En plus, aujourd'hui, si vous regardez les moniteurs hémodynamiques disponibles sur le marché, en général, déjà, on vous aide. Vous avez ce type d'écran. Déjà, j'ai atteint mon temps limite, c'est ça? Oui. Tu t'emballes, tu t'emballes. C'est les muffins qui nous... C'est les muffins. Je ne peux pas revenir en arrière. Non. Donc, bref, c'était juste pour vous dire que l'intelligence artificielle, c'est utile pour analyser les big data, mais pour analyser les small data, par exemple 5 paramètres hémodynamiques et définir des profils hémodynamiques, je ne pense pas que ce soit indispensable. Et pour conclure, puisque manifestement je suis obligé de conclure immédiatement, je voulais vous dire qu'au fait, vous parlez aujourd'hui, on discute aujourd'hui du futur du monitoring hémodynamique en 2030. Si vous ne m'aviez pas demandé de parler de l'IA, je crois que je ne vous aurais pas parlé de l'IA, je pense que ce qui va vraiment changer nos pratiques, c'est l'intégration des algorithmes de pulse contour dans les moniteurs standards qu'on utilise au lit des malades. C'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin d'acheter un moniteur hémodynamique, on n'aura plus besoin d'acheter des sensors spécifiques, et donc on va pouvoir augmenter aussi l'accessibilité chez tout patient chez qui on monitorera la pression radiale ou fémorale en continu. À côté du chiffre de pression artérielle, on aura un chiffre de débit cardiaque, de résistance vasculaire qui permettra de prendre des décisions plus rationnelles. Voilà, merci beaucoup.